La renaissance de la musique klezmer, ça existe, et oui, tout le monde aime ça, qu'on soit ashkénaze, juif, pas juif, séfarade, c'est une musique qui nous plaît. Alors on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui des musiciens qui ne font pas que ça dans la vie, mais qui ont la passion de la musique, la passion du klezmer. Leur groupe s'appelle Nigun Simcha, et j'ai le plaisir d'accueillir le Rav Benjamin David. Bonjour. Bonjour. Alors je dois dire Rav Benjamin, comment je fais ? Ce que je veux ? Ce que vous voulez. On se vous voit en plus. Ce que vous voulez. D'accord. Ce que tu veux. Ok, on se vous voit, il n'y a pas de problème. Et puis, vous êtes venu accompagné de Nachman Charvit, qui est musicien, comme vous le voyez. Il est israélien, il ne parle pas français. Et ça fait plus de 10 ans qu'il joue de la musique. Alors, on est des amateurs, amateurs. Alors, vous êtes des amateurs, de très bons amateurs, il faut quand même le dire, parce que vous produisez en public. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on vous connaît comme le Rav de l'Institut Poix à Jérusalem. Oui. Et on vous connaît moins comme musicien. Oui. Disons que c'est un rêve de jeunesse que je suis en train de réaliser. Okay. J'ai commencé à jouer de la clarinette. C'était le rêve de ma maman, comme toutes les mères juives, de jouer de la musique klezmer quand j'étais petit. À l'époque, j'habitais dans le nord de la France. On était vraiment un peu déconnectés à Amiens. Okay. À Amiens. On était un peu déconnectés de la communauté. Il y avait une petite communauté juive, mais pas de la grande communauté de Paris. Mais bien sûr, la musique juive, c'était très important pour mes parents. Le folklore. Mais c'est important pour vos parents, mais c'était aussi important pour vous, parce que vous avez toujours rêvé d'être musicien. Vous voulez même en faire votre métier. Oui, d'une certaine manière, j'ai toujours hésité. J'ai toujours rêvé. Et puis, quand j'ai fait mon Aliyah, je me suis inscrit pour faire de la musique, mais tout le monde m'a dit « mais t'es fou, c'est pas un métier pour un juif ». Donc, j'ai été à l'université, j'ai fait des études d'économie, etc. Mais mon rêve, c'était toujours la musique. Alors, je sortais ma clarinette de temps en temps pour les anniversaires, pour les fêtes, etc. Et puis avec la vie, les enfants, le boulot qui nous mange, moins en moins. Voilà, de moins en moins. Elle était dans une boîte. Bon, encore de temps en temps, je la sortais. Et puis voilà, arrivé à l'âge de 40 ans plus, 45 ans, la fameuse crise psychologique des hommes de l'âge de 40 ans plus. Des êtres humains. Ah voilà, d'accord. J'ai dit, mais c'est pas possible, il faut que je réalise le rêve de ma vie. Alors j'ai décidé de m'y mettre à fond. C'est-à-dire. Alors, vous y mettre à fond, parce que vous n'aviez pas pris de cours en fait quand vous étiez jeune. Vous jouiez un peu. Vraiment, très peu, quoi. En fait, un de mes problèmes, c'est que j'étais dyslexique. Et pour moi, lire des notes de musique, je vois pas les lignes, où est-ce que c'est, un do, un ré. C'était compliqué. En fin de compte, les profs, ils n'avaient pas compris qu'il fallait m'enseigner sans notes, quoi. Voilà, à l'oreille. Okay. Et d'ailleurs, c'est très bien de jouer avec des notes, c'est fondamental, mais il y a des très grands musiciens qui jouent sans notes. Alors, à 45 ans, là, j'ai dit, il faut que je m'y mette, mais je m'y mets à fond. Vous avez pris à fond. Alors, j'ai pris un prof. Tous les jours, 1 heure, 2 heures, 3 heures de cours, d'exercice. C'est la grosse révolution dans votre vie. Voilà, je prenais ma clarinette pour pas que ma femme me voie. Je prenais ma clarinette dans la voiture. J'allais dans un coin de Jérusalem, pour jouer dans un petit parc, pour m'y mettre à fond, pour réaliser mon rêve. Voilà. Et Baruch Hashem, on est encore loin des grands spécialistes professionnels. Vous avez pris quand même des cours avec un prof émérite qui s'appelle Eliezer Rosenfeld. Voilà, Eliezer Rosenfeld, c'est un clarinettiste connu en Israël, qui joue aussi très très bien de la flûte. Et il a sorti plein de disques de flûte, de musique juive, sur des flûtes, pas traversières, des flûtes à bec. Ouais. Et puis malheureusement, il a un fils qui est mort à l'armée. Après, il a eu un deuxième fils qui a été assassiné dans un attentat. Alors, il continue à jouer toujours. Mais il a plus tellement de temps de s'occuper de moi. Donc j'ai dit, mais ça change rien, il faut que je continue. Alors j'ai rencontré Nachman grâce à un homme merveilleux qui s'appelle Avraham Burstein, qui a une salle spéciale de klezmer à Jérusalem. Il m'a fait un chidour avec Nachman, et depuis, on joue ensemble. Voilà, alors c'est ça qu'on va découvrir avec vous, c'est qu'il y a tout un monde du klezmer de Jérusalem qui existe. Alors peut-être qu'il y a des francophones qui sont fans et qui ne le savent pas, donc c'est vraiment l'occasion d'en parler aujourd'hui. Vous allez vous produisez au Kretschmer.
Au Kretschmer. Le Kretschmer. alors, Kretschmer, c'est d'abord un mot spécial. Ça veut dire Kriyat Shema. Okay. Kretschmer, c'est Kriyat Shema. Et en fin de compte, c'était des genres de comment on appelle ça, il y avait en Russie, en Pologne, etc., les Juifs qui étaient sur les routes, etc. Il y avait des endroits où ils pouvaient aller poser leur tête, des petites, je sais pas comment on appelle ça, des auberges, okay, où ils pouvaient se reposer, des petits relais pour les Juifs. Alors on pouvait manger kasher, un petit tchount, un petit bout de hareng, etc. Et puis ils jouaient de la musique. Et donc ça s'appelle Kriyat Shema parce qu'ils faisaient Kriyat Shema pour prier le matin et le soir, mais ils jouaient de la musique. Et donc maintenant c'est devenu un symbole des endroits où on joue de la musique klezmer un peu dans le monde entier. Ça s'appelle le Kretschmer. Alors le Kretschmer de Burgstein à Jérusalem. Ouais, d'ailleurs, comment il s'appelle Où ça? Dans un autre pays? Oui, comment il s'appelle? Bon, c'est pas grave. En tout cas, nous, ce qui nous intéresse pour le coup, c'est le Kretschmer de Burgstein. Donc, il se trouve à Jérusalem. C'est une cave sous un immeuble emménagé. Alors, c'est un truc très atypique parce que, en fin de compte, c'est une bibliothèque de livres en yiddish. Il y a aujourd'hui pratiquement personne qui sait lire le yiddish. Hein, okay. Mais pourtant... De livres de profanes, hein, pas de Torah spécialement. Ok, c'est ouvert donc, à tous. Ça tapisse tous les murs. Et c'est ouvert à tous pendant la journée? Non. Non, c'est juste pour le décor? Ouais, c'est le décor. D'accord. Et puis, il y a une scène avec un piano, une batterie. Un rideau rouge. Voilà, un endroit spécial. Et tous les samedis soirs, il y a un concert de klezmer où les plus grands artistes d'Israël, qui ont été d'ailleurs formés là-bas, parce qu'ils forment des jeunes, ils prennent des jeunes talents, ils les forment, etc. Et donc, si vous avez entendu parler de Chilik Frank, le plus grand clarinettiste chassidique en Israël de nos jours, il a été formé là-bas, Avraham Balti, et encore d'autres grands musiciens. Et donc, tous les Motzei Shabbat. Et ce qui est intéressant, c'est le public. Parce que, comme d'abord, c'est pas connu, c'est un endroit secret comme ça. C'est pour les dans fans, une cave, voilà. Pour ceux qui sont vraiment... Alors, on reçoit d'abord tous les Motzei Shabbat, ils font Havdalah, après on mange du kigel, on boit du vin, du kigel, vous savez, c'est les trucs aux pâtes et aux pommes de terre. Et puis, il y a la musique, et puis il y a des gens qui viennent... Alors, il y a beaucoup de touristes non-juifs qui sont fans du klezmer. Oui, parce que l'endroit est marqué, bien sûr, dans c'est un endroit atypique, avec des vrais chassidim, quoi. C'est des vrais chassidim de Mea Shearim, etc., qui viennent de jouer. C'est pas ils se déguisent pas. Alors, c'est quoi? C'est un klezmer pur et dur, Made in Jérusalem? Made in Jérusalem, jouer les musiques de Méron, où on joue pendant la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a des musiques très spéciales qui sont jouées donc à Méron, des musiques de Jérusalem. Et puis, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la musique klezmer, c'est un peu un mélange de plein de styles différents. Ouais. Donc, parce que les Juifs de Russie, ils ont pris des musiques un peu russes, etc. Les Juifs de Roumanie, c'est du tzigane. Et les Juifs d'Israël, ils ont pris des musiques arabes, des musiques tcherkessi, des musiques druzes, etc. Parce qu'à Méron, dans le Galil, c'est les druzes, etc. Donc il y a un mélange. Il y a un mélange extraordinaire. Donc voilà. C'est de la world music, quoi, en gros. Je ne sais pas ce que c'est que la world music, mais ouais. Mais ils mettent bien sûr la neshama juive. Alors il y a aussi tout. Derrière chaque chanson. On va en parler d'abord. Alors, avant de continuer de parler, on va te dire encore plein de choses sur ce thème qui vous passionne. Voilà, mais on voudrait écouter ce groupe Nigun Simcha qui existe en fait depuis 2 ans. Voilà. Mais là, vous vous lancez carrément parce que vous produisez en public, vous produisez au Kretschmer. Voilà. Et peut-être encore dans d'autres endroits où on nous invitera. Eh bien, on espère très fort venir vous écouter parce que ça a l'air vraiment chouette. Et ce qui est chouette avec vous, c'est que vous liez le fond et la forme, comme toujours. Vous aimez expliquer, donner du sens à ce que vous faites. Et donc, vous expliquez ces chansons, d'où elles viennent. Vous racontez des histoires autour de la musique. Voilà. Je pense que la musique, ça a une force extraordinaire. La musique, vous savez, le chant de la Neshama, c'est sûr. Il y a des paroles, il y a des mots qui ont été donnés par les grands rabbins, etc., chassidiques surtout, sur la force de la musique. Et, les paroles de Rabbi Nachman de Bratslav, etc., qui nous parlent de la neshama qui s'exprime à travers la musique, qui est plus forte que les mots, parce que les mots, ils réduisent la pensée, mais la musique, c'est prendre la neshama qu'on a reçue d'Akadosh Baruch Hu et la relier par la musique à Akadosh Baruch Hu de retour. Donc on peut, à travers les paroles, à travers la musique, je pense qu'on peut diffuser la Torah.
D'ailleurs, il y a une histoire extraordinaire qu'on raconte de l'ancien grand rabbin d'Israël, du premier grand rabbin d'Israël Ashkenaz, le deuxième, le Rav Herzog, qui après la Shoah a recherché des juifs, des enfants juifs qui étaient cachés chez des familles chrétiennes ou bien dans des institutions qui avaient été pour récupérer les orphelins. Okay. Et puis qui étaient souvent dirigés par des bonnes sœurs, etc., donc qui faisaient une mitzvah extraordinaire. Mais certains ont essayé, comme on le sait, de les convertir au christianisme, et puis certains n'ont pas voulu leur raconter qu'ils étaient juifs, etc. Et le Rav Herzog est parti, après la Shoah, dans les orphelinats, dans les institutions, etc., essayer de retrouver les enfants. Et on raconte que quand il est rentré un jour dans un orphelinat où il y avait des centaines d'enfants, la nonne... Elle n'était pas très contente. Elle n'était pas très contente, bien qu'il avait une lettre du Hapifior, du pape, qui lui donnait l'autorisation, mais bon. Alors elle a dit, mais non, il n'y a pas d'enfants juifs ici, il n'y a rien, il n'y a pas d'enfants juifs. Il dit, mais si, c'est certain. Et elle dit, non, mais de toute façon, comment vous avez retrouvé? Ils sont arrivés ici bébés, ils ont 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Ils ne se rappellent de rien. Il a dit, laissez-moi 3 secondes. Si au bout de 3 secondes, je n'ai pas réussi à trouver les enfants, je m'en vais. Il a dit 3 secondes, il dit oui, ça me suffit 3 secondes. Il s'est mis sur une chaise et il a dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Il a commencé à dire. Et les enfants, ils ont fait Shema Israël, Pape, Tate, Mame, maman, papa. Ils se rappelaient de ce que leurs parents faisaient quand ils allaient se coucher, Shema Israël. Et ils avaient tout oublié, mais ça, c'est resté en eux. C'est quelque chose qui reste dans la Neshama. Et ça ressort quand on fait. Et il y a énormément d'histoires. Karl Ebach raconte, entre autres, un des hommes merveilleux qui a trouvé la force de la musique pour faire revenir des Juifs à la Torah, c'est Karl Ebach, Shlomo Karl Ebach. Parce que le Rav Shlomo Karl Ebach, il allait dans des festivals de musique folk aux États-Unis, avec Bob Dylan et tous les mecs, les grands cheveux, les hippies des années 60, 70, etc. Et il jouait des musiques juives. Un peu à la folk, mais jouait des musiques juives. Et il y a énormément de gens qui se disent mais j'ai entendu ça chez mon grand-père. Et les gens, tout d'un coup, redécouvraient leur judaïsme. Alors voilà, c'est ce qu'on veut faire, entre autres, avec Nigun Simcha. C'est pas simplement de la musique. C'est pas simplement de la musique, c'est sûr. Mais là, vous allez quand même nous jouer un petit morceau. Voire plusieurs petits morceaux. Alors, ça aussi, c'est rigolo, parce que nous, on connaît « Ah, si j'étais riche oui. ». Mais en hébreu, ça se dit « Lou Haïti Rothschild ouais. ». Voilà. Parce que le symbole de la richesse chez les Juifs, c'est Rothschild. Ok, alors on va vous écouter, puis peut-être qu'il y aura une petite histoire avec cette chanson. D'accord. Après, donc allez-y, je vous en prie. C'est parti. Applaudir ou pas? Bravo, vraiment, c'est très très beau.
Alors, Bravo. vous voyez, avec la clarinette, on fait faire des sons un peu spéciaux comme ça, comme un pleur et comme un rire. Ouais, c'est très beau. Alors, vous êtes là tous les deux aujourd'hui, mais vous êtes plusieurs sur scène. Vous avez aussi un batteur. Et puis, vous espérez, si vous arrivez peut-être à trouver au travers de cette émission des sponsors pour vous aider à continuer, un guitariste pour s'adjoindre à ce groupe. Parce que vous, c'est votre passion, mais eux, c'est leur job. Il faut les payer, évidemment. Ouais. C'est pas toujours simple. Voilà, parce que vous travaillez, vous êtes très très sérieux. Alors, ça c'était pour la petite parenthèse. Attendez, C'était pour la petite raconter parenthèse. on va raconter l'histoire de raconter l'histoire parce que évidemment. c'est une histoire. Bon, on a grandi à Paris avec en France, le violon sur le toit, mais bien sûr. Alors là, on parle de la richesse et ce Touvia dans le film, le Touvia, le laitier qui est très 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 pauvre, il pleure et il demande à Kadash Baruch Hu de lui donner de l'argent. Bon, alors l'histoire de l'argent, bien sûr, c'est une histoire fondamentale. Et pas oui. simple pour tout le monde. Ok. Alors on raconte l'histoire que Rabbi Nachman de Bratslav est parti un jour dans la forêt avec un de ses élèves. Ils arrivent devant la maison d'un de ses disciples. Et donc ils arrêtent la carriole. Rabbi Nachman descend et rentre dans la maison de ce fameux Heikel, qui était un homme très 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 pauvre, très pauvre. Et il rentre dans la maison avec celui qui l'a amené en calèche, dans la carriole, je ne sais pas si c'est une calèche, ouais. Et il voit vraiment que la maison, il n'y a rien. Ils sont habillés en haillons, etc., etc. Alors, celui qui accompagne Rabbi Nachman lui dit « Mais fais-lui une bracha pour qu'il ait de l'argent. Regarde dans quel état il est, regarde ses enfants. » Il dit « Non, moi je ne fais pas de bracha. » « Mais pourquoi? Fais une bracha pour ce pauvre juif tellement gentil. » « Non, je ne fais pas de bracha aujourd'hui. » « Mais si tu veux, toi fais la bracha. » Il dit « Moi, mais je suis rien. Je te donne la force de pouvoir faire la bracha. » Alors il lui dit « Donne-moi un seau d'eau. » Alors il prend un seau d'eau, et il commence à faire couler de l'eau à gauche, à droite, de la richesse, partout, de l'abondance. Il fait comme ça, il lui remplit la maison d'eau. Et puis il part. Et bon, il continue à partir. Et au bout de quelques temps, ce pauvre Heikel devient riche. Il réussit chaque fois qu'il fait des affaires. Jusqu'à maintenant, c'était walou, comme on dit chez nous. Il n'y avait rien. Tout d'un coup, il réussit et ça marche. Et il vend, et il achète, et il vend, il achète, il vend, etc., etc. Et au bout de quelques années, il devient très, très, très riche. Et comme chaque année, il y a une grande vente. Il y a une braderie. Une grande vente. Ouais. Une grande braderie, un grand marché dans la ville où est Rabbi Nachman de Bratslav. Et bien sûr, chacun vient faire du business, acheter, vendre, etc. Et donc, Rabbi Heikel, ce fameux Heikel, il arrive là-bas. Et il est très gêné parce qu'il va passer devant la maison de Rabbi Nachman de Bratslav. Mais il n'a pas le temps, il faut qu'il fasse du business. Alors, avant, il restait des heures chez le Rabbi. Maintenant, il n'a plus le temps. Alors, il passe sous la maison, il passe en catimini comme ça, accroupi. Mais bien sûr, c'est à ce moment-là, on voit plus les gens. Qui est le mec qui travaille, qui verse dans la rue comme accroupi. Ça. Alors, Rabbi Nachman le voit et lui dit « Heikel, rentre. » Il dit « J'ai pas le temps, rentre. » Ok. Ah, il dit « Heikel, regarde par la fenêtre, qu'est-ce que tu vois ?» Il dit je vois le marché, je vois la grande vente, et je vois des stands, je vois des chevaux, je vois des carrioles, je vois... T'es sûr ce que tu vois? Oui. Mais tu sais, dans 50 ans, tous ces gens-là, ils seront plus là. Toi, tu seras plus là. Moi, je serai plus là. Les chevaux, là, ils seront plus là. Rien ne sera plus là. Regarde un peu plus haut. Qu'est-ce que tu vois là-haut? Il dit, je vois le ciel. Il dit, Rabbi Heikel, ça fait combien de temps que tu n'as pas regardé le ciel? Alors, celui qui avait accompagné Rabbi Nachman, il dit maintenant je comprends pourquoi il fallait pas lui donner la bracha. Parce que pour certains, la bracha d'avoir beaucoup d'argent, ça les rapproche de la Torah, comme les Rothschild. Ils donnent l'argent, ils font des hôpitaux, ils font des orphelinats, etc. Et il y en a d'autres, ça les éloigne du ciel. Alors il lui dit regarde, n'oublie pas de regarder le ciel, Il y a Féméode, c'est très beau. Donc tout ça, ces histoires-là, avec ces chansons, cette musique, on les raconte le soir au Kretschmer ou ailleurs. C'est ça le but. C'est ça le but. Pour rapprocher les gens un peu. Non, c'est parce que la musique diffuse une idée. Et puis après, il faut l'exprimer d'une manière un peu théâtrale. On fait un peu. Au Kretschmer, il y a aussi certains qui se déguisent, etc. Il y a de l'ambiance. Ouais, il y a de l'ambiance. On est bien loin des stéréotypes qu'on pourra avoir sur les chassidim. Ah non. Très, très loin.
Bon, il y a aussi de la musique chassidique pure, mais pas moderne d'aujourd'hui, parce que la musique chassidique moderne, c'est du pop. Ouais. C'est du pop, qu'on fait boum, 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 on met un peu de oi, 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 mais c'est pas la vraie musique chassidique. Alors, est-ce que le nigoun Sassov, c'est une vraie musique chassidique? Le nigoun, Ouais. est-ce que c'est une vraie musique chassidique? Le nigoun Sassov. Le nigoun de Sassov, ok. D'accord, excusez-moi, je n'avais pas compris. Bah oui. Ok, le nigoun Sassov, c'est un nigoun extraordinaire, mais il faut raconter l'histoire d'abord. Okay. Pour pouvoir comprendre le nigoun. Il y avait un rabbi qui s'appelait le rabbi de Sassov. Et le rabbi de Sassov, il était connu pour aider les pauvres, aider les orphelins, et surtout à essayer de marier des gens qui sont orphelins, des femmes. Et à l'époque, malheureusement, Gewalt, comme on dit. Il y avait beaucoup d'orphelins, il y avait des pogroms, il y avait des maladies. Les gens... Ouais, c'était pas facile quand on était orphelin de se marier. On n'avait pas de dot, et donc, quand on était très pauvre et orphelin, c'était très difficile. Et Rabbi de Sassov faisait donc des mariages. Et il organisait tout. Il amenait à manger, il amenait des musiciens, il amenait à boire, il amenait des gens pour jouer, parce qu'ils n'avaient pas de famille. Donc il amenait des élèves à lui pour qu'il y ait de la musique, qu'il y ait de la simcha, pour pouvoir créer un foyer pour ces orphelins. Et on raconte l'histoire qu'un jour, sous la choupa, les musiciens qu'il avait amenés, de klezmer, ont commencé à jouer une mélodie tout à fait nouvelle, extraordinaire. Et ça l'a tellement touché dans son fond intérieur, le rabbi de Sassov, qu'il a dit « Allez-vaille !» Donc, il espérons que le jour de ma mort, on va m'enterrer accompagné de ce nigoun. Les gens étaient stupéfaits. Sous la choupa, il parle de sa mort. Il a dit « Allez-vaille !» Que le jour de ma mort, je sois accompagné de ce nigoun. Top. Les choses ont été oubliées, les mots ont été oubliés, la vie a continué. Et puis un jour, il y a un groupe de klezmer qui monte sur leur calèche pour aller dans la ville de Brody. Et tout d'un coup, les chevaux deviennent comme des fous. Et ils commencent à galoper. Comment on appelle ça, celui qui tient les rênes. Il essaye de les remettre sur le chemin, mais il n'arrive pas. Il commence à galoper. Et tout d'un coup, la calèche s'arrête devant le cimetière de Sassov. Et il voit qu'il y a plein de gens, des centaines de personnes qui sont là. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est arrivé aujourd'hui? Quoi, vous n'avez pas entendu? Le rabbi de Sassov est décédé aujourd'hui et on est à sa levaya, on est à son enterrement. Alors tout de suite, les klezmerim ont sorti leur instrument, ils se sont rappelés de l'histoire, de ce qu'il avait dit, et ils ont commencé à jouer cette mélodie qui est une mélodie fantastique. Et comment vous l'avez retrouvée, cette mélodie? Alors bien sûr, de nos jours, il y a YouTube. Mais il faut savoir que Avram Burstein, qui est responsable de ce Kretschmer, il a pour vocation de garder la musique juive. Ouais, son but, c'est ça, c'est de préserver la musique. Donc il a sorti des disques, il a sorti des cassettes. À l'époque, c'était des cassettes, maintenant c'est devenu des disques. On peut trouver tout ça sur YouTube, trouver les musiques originelles comme elles ont été jouées. Alors on va écouter le nigoun Sassov. Mais je vous conseille de fermer les yeux. Ok, on va essayer. Et d'écouter ce nigoun qui vraiment rentre dans le cœur. Nigoun Sassov.
Eh bien, bravo, c'est vraiment magnifique. On a l'impression d'être transporté dans un autre temps. Alors, on voudrait conclure l'émission parce que on pourrait rester avec vous encore longtemps, vous écouter. On chanter. reviendra. J'espère que vous allez revenir. Alors, vous aviez un très joli titre que j'aurais bien voulu écouter parce qu'on ne peut pas parler klezmer, du pur klezmer, sans parler des chassidim de Bretzlev. D'abord, il faut savoir qu'il y a des grands courants chassidiques et il y en a qui sont connus pour avoir énormément de musique. Voilà. Alors, bien sûr, les Chabad, les Lubavitch, c'est connu, les Chabad, Modzitch, et puis il y a Bretzlev, bien sûr. Évidemment. Bretzlev, c'est eux qui chantent, qui sautent. Oui, mais ce qu'ils font aujourd'hui, quand ils sautent dans la rue, c'est comment on appelle ça là? C'est du boum, 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 boum. C'est différent. Ouais, non, t'as rien à voir. Bon, alors, mais juste c'est avant bien de se aussi, quitter, parce que si ça leur fait plaisir, le malo. On va se quitter en musique sur ce l'Echadodi des Chassidim de Bretzlev. Juste, si on veut vous trouver, vous appeler, vous voir. Eh ben, on peut chercher Nigun Simcha sur YouTube, sur Facebook. Sur Facebook. Vous êtes très branchés. Hein, on est obligé. Très branchés. Facebook, YouTube, voilà. Donc Nigun Simcha en français, en hébreu? En français, en hébreu. Extra. Bon, alors voilà, si vous aimez le klezmer, vous allez pouvoir en écouter même à Jérusalem, dans la plus pure tradition. On se quitte avec l'Echadodi des Chassidim de Bretzlev. Merci à tous les deux. Bon, il ne parle pas français, mais je pense qu'il a tout compris. Voilà, à très très bientôt. Ciao. Acteurs, chanteurs, musiciens, photographes, des artistes en live, c'est Alabama.